Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Isabelle Huot, bonjour. Allô, Sophie. Isabelle, tu es bien sûr docteur en nutrition et tu as préparé ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire un quiz. J'adore les quiz. OK. Je vais t'en faire plus souvent. Oui, fais-moi-en plus souvent et je vais pouvoir montrer à quel point je connais strictement rien en nutrition et j'adore ça. Vive parfait. L'autodérision. Alors, tu veux tester mes connaissances en matière de nutrition? Et bien sûr, à travers ce quiz-là, on va pouvoir aussi permettre aux gens qui nous écoutent de tester leurs connaissances en nutrition. Alors, allons-y. Voilà. Les meilleurs quiz commencent rapidement. Allons-y. Alors, ma chère Sophie, est-ce que c'est meilleur pour la santé pour tous d'exclure le gluten de son alimentation? Alors, j'aime bien le fait que tu insistes sur « pour tous ». Donc, je dirais non, seulement pour les gens qui sont intolérants. Sinon, pour tous, non. Parce que moi, de toute façon, j'aime trop le pain, je serais pas capable. Ah, moi aussi. Moi, j'aime tellement le blé, le seigle. Mais en fait, tu as la bonne réponse, ça commence bien. Il y a 1% des gens qui ont effectivement la maladie cœliaque. Donc, ces gens-là doivent absolument exclure le gluten de leur alimentation à vie. Ça crée de l'inflammation dans l'intestin, de la malabsorption. Mais il y a également 3 à 6% de la population qui ont une intolérance non cœliaque au gluten. Ah. Et ça, c'est difficile à diagnostiquer, Sophie, parce que c'est des symptômes non spécifiques, de la fatigue, un petit peu de douleur abdominale, parfois des migraines, donc des symptômes qui peuvent très bien être associés à d'autres types de maladies ou encore le syndrome de l'intestin irritable. Donc, en résumé, là, au maximum, 7% de la population qui aurait une intolérance, qu'elle soit cœliaque ou non, qui ont des conséquences négatives à consommer du gluten. Et pour toi et moi qui aimons bien le blé, les pâtes, ben il y en a pas de problème. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que le gluten a été mis au banc des accusés trop souvent et à tort. Et à tort, et puis écoute, ça donne des situations ridicules où tu achètes un jus d'orange, puis c'est marqué sans gluten. Ben oui, je me doute chose qu'il n'y a pas des morceaux de rigatoni qui flottent dans mon jus d'orange. En tout cas, bon, bref. Dieu, il y a tellement de marketing, effectivement. Alors, prochaine question. Est-ce que la consommation de soya hausse le risque de cancer du sein et est-ce qu'on devrait limiter justement toutes les sources de soya, tofu, fèves et edamame? Ben, moi, je te dirais oui, parce que j'ai une amie qui a eu un cancer du sein et quand elle est rentrée chez elle, son médecin lui a dit « Tu ne touches plus au soya sous aucune forme ». Donc, j'aurais tendance à te dire oui, tout en sachant que les médecins sont peut-être de très bons oncologues, mais ça ne fait pas d'eux de très bons nutritionnistes. Ben, en fait, là, c'est que la science a évolué, la science a changé, puis, tu sais, on le sait, depuis 30 ans que j'ai fini mon bac, là, la science évolue constamment. Et ce qu'on sait dans les récentes méta-analyses, donc des grandes études, ben, c'est que les femmes, même les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui consomment davantage de soya, ont moins de risque de récidive de cancer. Donc, Ben oui, fait que la réponse est faux. Donc, sur le site de la Société canadienne du cancer, on retrouve notamment la mention à l'effet que les femmes peuvent consommer jusqu'à 3 portions de soya et que ça semble même favorable. Fait en prévention, on savait déjà que c'était favorable, surtout quand le soya est débuté tôt dans la vie. Mais on sait maintenant que même si on prend du tamoxifène, on peut très bien consommer du soya. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les végétariennes. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais lu à l'époque où j'étais justement végétarienne beaucoup de livres où on disait que dans les pays justement où les gens, où les femmes consomment beaucoup de soya, donc tous les pays asiatiques et où on consomme très peu de produits laitiers, ben la quantité de cancer du sein est beaucoup diminuée. Il y a beaucoup moins de cas de cancer du sein. Bon, bref. Prochaine question. Donc là, c'est 1-0. Ah, c'est ça. Écoute, c'est quand même bon à date. Wow. Est-ce que le lait au chocolat, après ton entraînement de Zumba, là, c'est la meilleure boisson à consommer? Ben, moi, j'ai souvent entendu les entraîneurs dire ça. Donc, je dirais oui. Bon. Écoute, la réponse, ce qu'on sait maintenant dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forçaient à prendre une collation protéines-glucides dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt de l'entraînement.
ce qu'on sait que c'est pas nécessaire la collation pour tout le monde. Donc, si on a un repas qui s'en vient après le cours, qu'on fait un entraînement modéré de 30 minutes à 60 minutes, la collation, c'est vraiment plus un must. Là où on veut une collation, c'est des gens qui s'entraînent en hypertrophie, qui veulent gagner en masse musculaire. Encore là, le lait au chocolat a un rapport 3 pour 1, 3 glucides pour une protéine. Fait qu'effectivement, tu as une partie de la réponse. Ça peut être une bonne collation, mais à trop dire, prenez une collation, absolument. Les gens se sont mis à engraisser. Tu sais, tu dépenses 200 calories dans ton entraînement, puis tu te prends un lait au chocolat qui en apporte 300. Et finalement, de recommander des collations à tous, on n'était pas dans la bonne direction, si on veut. D'accord. Mais ce que je note depuis le début, c'est qu'il faut faire attention justement à une recommandation qui s'appliquerait à tout le monde. Il faut plutôt écouter du cas par cas. C'est un petit peu ce qui ressort jusqu'ici, pardon. Oui. Prochaine question. Bon, est-ce que la meilleure façon, par exemple, si je fais de l'hypertension comme 22 des Canadiens, de réduire son apport en sodium dans la journée, c'est de couper le sel, la salière, là, ce qu'on met quand on cuisine? Ben, je dirais oui. Ben, en fait, non, parce que la salière, c'est 11%. Ça fait 3 mauvaises réponses, là. La salière, c'est 11 de notre apport en sodium de la journée. Parce qu'il y en a parce qu'il y en a partout. Ben, il y en a partout. Puis le principal contributeur à notre apport en sodium dans les dernières enquêtes, c'est vraiment les produits de boulangerie. Et les céréales à déjeuner, les croissants, le pain, ça goûte pas salé. On pense pas que c'est si salé que ça, mais en fait, c'est vraiment, parce qu'on en consomme beaucoup dans une journée, c'est celui qui contribue le plus. Après, on a les soupes du commerce, les pizzas, le prêt-à-manger, bref, tous les plats du commerce, les transformés. Et c'est vraiment ça, c'est les 3/4 du sodium dans notre journée. Encore ici, on a besoin d'un minimum de sodium pour fonctionner, 1500 par jour, mais en moyenne, on en consomme à peu près 2800 au Québec et c'est beaucoup trop. C'est relié à l'hypertension. Fait que surveillez vos achats en épicerie, c'est vraiment ça qui compte. Merci beaucoup, Isabelle. Ah non, on va faire. Sais-tu quoi? Ben non, c'est parce qu'il nous reste là 1, 2, 3, 4, il nous reste 6 questions. Alors, on fera ça dans un autre. Oui, hein, c'est terminé? Oui, c'est ça. On me fait signe en régie qu'en wait donc, Sophie, là, c'est fini. Bye-bye. On continue. On continuera la prochaine fois. La prochaine fois, comme ça, tu vas pouvoir continuer parce que j'adore le quiz. Jusqu'ici, j'ai eu sur 4 questions, j'ai eu 3 mauvaises réponses et une bonne. C'est pas fort. Fait que je vais devoir s'améliorer pour la semaine prochaine. Merci, Isabelle. Absolument. Merci. Merci. Bye.